Bonjour et bienvenue dans Good Manufacturing Podcast. Nous revoilà pour une saison 2. Après 13 épisodes l'année dernière, on repart pour une nouvelle année. Je sais qu'on vous a manqué et je vous remercie pour tous vos messages d'encouragement, ça fait super plaisir. Alors Arnaud, je suis aussi excité qu'enchanté de reprendre la route du micro. Comment, toi, tu prends cette nouvelle ? Eh ben écoute, moi je suis à peu près aussi excité que toi. Franchement, je suis super content de reprendre cette saison. J'ai hâte d'aborder des sujets toujours aussi passionnants et j'espère qu'on aura autant de beaux invités que l'an dernier. D'ailleurs, en parlant d'invités, si vous souhaitez participer à notre beau podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un message, on vous accueillera avec plaisir. Alors, au sommaire aujourd'hui, une news plutôt intéressante qui va vous permettre de faire les malins en production. Et ensuite, un sujet qui est cher à ton petit cœur Arnaud, l'organisation efficace. Yes. Allez, on perd pas de temps et on part pour la news. Alors, en news aujourd'hui, j'ai déniché un communiqué de presse. Bon, il n'a pas été super difficile à trouver, mais il fallait quand même chercher un peu pour tomber dessus. J'arrête de te faire languir, j'ai déniché le rapport d'investigation qui a été produit à la suite du rappel de 3 lots de vaccins de Moderna au Japon. Oh. Alors, j'en avais entendu parler, mais j'avais entendu en fait pas mal de conneries ou des informations incomplètes. Et du coup, des vaccins Covid ? Oui, c'est ça, oui, le vaccin Moderna Covid, qui est donc ils ont rappelé 3 lots au Japon. Donc, pour remettre un peu de choses dans son contexte, le vaccin Moderna il est fabriqué par Rovi Pharmaceutics, c'est un façonnier espagnol, et il est distribué par Takeda au Japon. Dans une annonce du 26 août, Takeda annonce le retrait de 3 lots de Moderna, car des particules étrangères pourraient s'être retrouvées dans les flacons. Il confirme aussi, 2 jours plus tard, donc le 28, que 2 personnes sont décédées et que ces 2 personnes avaient reçu une dose d'un de ces 3 lots. Alors, on va en reparler après. Hein. C'est chaud, mais bon, en fait, ça va. Quand on en est là, il y a un gars du coup chez Rovi qui a dû avoir l'oreille bien chaude et le caleçon bien humide et il a bien vite rendu sa copie. Donc que je parlais de 2 morts directes, l'enquête a conclu que les 2 décès c'était plutôt une coïncidence. Mais bon, une enquête est correctement diligentée et ils rendront des conclusions officielles. Mais pour le moment, en tout cas, les deux décès regrettables ne sont pas pour l'instant causés par cette contamination. D'accord. Donc, quand on en revient, parce que on peut en rire un peu quand même, hein, voilà. Donc, la cause probable de ces particules proviendrait de la friction entre 2 pièces de format. Donc, la pièce qui amènerait les bouchons à l'étoile qui distribue les bouchons. Donc là, c'est pareil, c'était rédigé dans un anglais, je trouvais un peu approximatif, mais bon, voilà. Donc, on voit bien du coup à quoi ça doit ressembler. Donc voilà, il y a un petit rail qui devait amener les bouchons, une petite étoile qui devait les distribuer dans l'endroit qui amenait les bouchons au-dessus des flacons. Et donc le mauvais alignement des pièces lors du changement de format a provoqué la création de particules. Du coup, ils donnent dans le rapport les CAPA. Devine ce qu'ils ont fait. Comme ça, je dirais, même si ça me paraissait éloigné du sujet, je sais pas, une formation des opérateurs qui font les pièces de changement de format et une mise à jour de la procédure. Une mise à jour de la procédure. Ding, ding, ding. Donc, ils ont modifié. Donc, ils ont fait une inspection complète de la ligne. Une modification de la procédure de changement de format. Et après, ils ont mis une définition des limites d'alerte pour leur mireuse automatique. Donc, voilà les 3 actions qu'ils ont données dans le communiqué de presse. Après, du coup, pour le rappel opérateur, je pense que le mec qui a monté cette fameuse étoile et cette fameuse rampe, lui, il va s'en souvenir parce que du coup, j'ai regardé un peu tous les prix. Hein. Donc, j'ai cherché une dose, c'est à peu près 15 €. Leur taille de lot, c'est 52 000 flacons de 10 doses. Ils ont rappelé 3 lots. Du coup, ça fait une somme rondelette de 23 400 000 €. Pas mal, hein. Pas mal.
Bim. Donc ensuite, ils ont trouvé un flacon avec particules, ils ont analysé les particules et c'est bien de l'inox 316. Et il précise avec justesse que les particules de cette taille d'inox en intramusculaire ne présentent pas de risque pour le patient. En plus, l'inox 316 est utilisé largement dans la prothèse et dans les prothèses et divers autres DM. Donc voilà. Donc des risques assez faibles au final, mais ils préfèrent, à juste titre, rappeler les lots. Bon, on en rigole, hein, mais c'est quand même un petit peu triste, mais on en rigole parce que voilà, mais bon, malheureusement, c'est là qu'il n'y a pas, quoi. Ouais, voilà. Mais c'est intéressant quand même que, on fait les malins, mais monter des pièces de format, c'est quand même un truc qui peut avoir des conséquences assez importantes. Et du coup, c'est des gestes opératoires qui doivent pas être négligés parce que ça peut toucher un bon nombre de personnes, quoi. Bah ouais. Donc voilà, vous pourrez vous en avez un peu plus sur ce fameux rappel de l'eau. Donc c'était un truc qui est tout récent à l'époque où j'ai écrit ça. Donc c'était le 1er septembre à tout ça, là, enfin 26 août 1er septembre. Donc ça a tout juste un mois. Donc on est encore, j'ai regardé, c'est le dernier communiqué de presse en date que j'ai trouvé. Donc ils sont toujours sur le truc. D'accord, ok. 30 jours pour clôture à déviation. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Les investigateurs, ils doivent être bien sous pression là pour clôturer l'investigation en 30 jours. Après, j'imagine que là, il doit y avoir une certaine tolérance, mais que l'équipe d'investigation doit être bien mobilisée. Voilà. Bon, alors maintenant, le moment que vous attendez tous, le fameux dossier sur l'organisation. Yes. Ok, alors c'est le moment de se lancer sur les sentiers boueux et uncharted, comme on pourrait dire en anglais, de l'organisation optimale des fonctions support qui sous-tendent les activités de qualité et production. Alors, comme on le dit souvent, on a beaucoup de convictions, on a des méthodes, on a une expérience substantielle sur le sujet. Et voici comment je te propose de traiter le sujet. Donc, on essaiera de parler au départ des prérequis à un chantier de restructuration de l'organisation ou une réorg, si on travaille dans une start-up branchée des années 2000. Ensuite, on essaiera de parler de notre conviction qui caractérise une organisation idéalement efficace. Et enfin, on parlera, si on a encore du temps, de comment gérer le changement. C'est bon ? Tu es d'accord avec ce plan ? Ouais, ça me va. Allez, c'est sujet parfait, quoi. Alors, du coup, quels sont les prérequis pour un chantier de réorg ? Pour toi, par quoi il faut commencer ? Alors déjà, un chantier de réorg, enfin un projet de réorganisation, c'est l'un des projets les plus complexes qu'on peut mener. Si je mets de côté les projets de mise en place de QMS, ERP, etc., une réorganisation, c'est un projet ultra complexe. Déjà, la base. C'est pas un projet qui va se faire en 3 mois, c'est pas un projet qui va se faire en 6 mois, c'est un projet qui est compliqué, c'est un projet qui concerne et qui impacte énormément l'humain. Et si je devais parler des prérequis, pour moi, le prérequis numéro 1, le premier, avant de parler de prérequis plus concrets, en fait, c'est déjà de bien connaître son organisation actuelle. C'est bien comprendre comment fonctionnent les équipes aujourd'hui. Parce que en fait, souvent sur les sites, les organisations, elles se sont faites au fur et à mesure, un peu comme un dossier de l'eau qu'on vient complexifier au fur et à mesure des années, tu vois. C'est et on vient rajouter une petite couche par là, on vient rajouter une petite couche par là, etc., etc. Il y a une tâche à faire en plus, tiens, c'est toi qui vas le faire. Voilà, exactement. Et donc pour moi la première chose, c'est connaître son organisation. Alors après, connaître son organisation, ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on fait pour connaître son organisation? Alors moi j'ai quelques éléments des clés de lecture de ça, mais on va commencer par le commencement. Une organisation, une équipe, enfin des gens sur un site de production, ils sont là pour sortir des produits, les mettre sur le marché, les libérer, les produire, etc., etc. Et donc ce qui sous-tend tout ça, c'est c'est un peu une évidence que je vais dire, mais c'est pas quelque chose qu'on voit assez souvent et voire même jamais sur les sites de prod. C'est la cartographie des process.
On le voit jamais. Enfin, je suis désolé, hein, on voit. Alors si, oui, tu peux me dire, oui, dans le manuel qualité, t'as une cartographie, mais c'est des cartographies ultra conceptuelles, etc. Mais donc la première chose pour bien comprendre son organisation, c'est une cartographie de process avec un niveau de détail intermédiaire, je dirais. Faut pas que ça soit trop macro, faut pas que ça soit trop micro, mais il faut avoir un Mhm. niveau de détail. Alors c'est un peu difficile de le décrire comme ça. À l'oral, mais c'est un niveau de détail intermédiaire. Je sais pas, on va prendre un process qu'on connaît bien, le process déviation. Bah, le niveau de détail, c'est en gros, on décrit, on investigue, on clôture quoi. Enfin, on relie, on clôture quoi. Tu vois, Mhm. c'est un niveau de détail comme ça. Pourquoi ce niveau de détail? Parce qu'une fois qu'on a la cartographie des process, on a l'ensemble des activités et on est capable de dire qui fait quelle activité, sans rentrer dans un niveau, encore une fois, de détail trop poussé, comme on pourrait le faire quand on veut retravailler un système documentaire, où on rentre dans le rôle et responsabilités très détaillés. C'est clair, on va pas se mentir, que si un site a en sa possession une cartographie de process bien détaillée avec un bon rôle et responsabilité, disons sous format RACI, donc responsible, accountable, contributor et informed, c'est clair que Mhm. eux, ils ont déjà une bonne avance pour bien comprendre leur organisation actuelle. Ouais. Qui peut le plus, peut le moins, quoi. Voilà, exactement. Sans aller jusque-là, il faut faire l'exercice et en fait, vous y échapperez pas. Vous pouvez essayer de faire votre réorg sans le faire, ça va être un échec ou en tout cas, ça va frustrer énormément les personnes et vous aurez toujours les mêmes problématiques de je suis sous l'eau, la surcharge, enfin, etc., etc. Donc, il faut commencer par là. C'est la base. Alors, chaque site a ses propres organisations. Donc, chaque site a ses propres aussi, je dirais, cartographie de process. Maintenant, dans l'industrie pharmaceutique, il y a, on va dire, 75-80% des process qui sont quand même assez similaires quand tu restes à un niveau de détail intermédiaire. Allez, on va dire Mhm. 75 peut-être, mais voilà. Du coup, derrière, faut aller juste se poser la question de qui fait quoi dans cette organisation, quoi. Donc, on pourrait très bien se dire, nous, Académie de la qualité efficace, on arrive avec une cartographie un peu standard, on vient la bouger à droite à gauche, et puis après, on va plutôt aller voir les équipes et dire, ok, toi, t'es où, quoi. Tu vois? Ouais. Et ça serait quelque chose d'envisageable. Mais bon, donc la première chose pour bien connaître son organisation, c'est la cartographie des process. C'est simple, c'est en fait c'est les activités du quotidien quoi. Et donc c'est de là-dessus que ça part. Une fois qu'on a ça, la deuxième étape c'est justement identifier qui c'est qui fait quoi dans cette cartographie des process. Mhm. Qui c'est qui fait quoi donc je sais pas Jean-Pierre responsable qualité opérationnelle il fait telle activité sur tel process et donc après on a par process les différentes personnes qui interviennent donc les différents profils et par personne ou par profil les différents process sur lesquels ils interviennent donc c'est une grille à double lecture. Et c'est là où, en fait, on va pouvoir corriger notre process mapping s'il n'est pas forcément juste avec les interviews Oui, des personnes. après, ce qu'il faut, quand on fait ce travail de cartographie de process, faut essayer de le décrire tel qu'il se fait réellement, pas la théorie. C'est pour ça que je disais, si nous on venait avec un truc standard, il faudrait sûrement l'adapter un peu à chaque site. Mais bref, euh, en tout cas, une fois que tu as ça, tu vas pas forcément corriger ton process tout de suite. Là, t'es dans un projet de réorg. Faut pas y aller, si je peux dire comme ça, au scalpel. Là, tu vas pas non plus à la machette, mais faut pas y aller au scalpel, quoi. Donc, encore une fois, c'est un peu intermédiaire. Faut y aller au couteau de boucher, on va dire, C'est l'expérience, quoi, du coup. ou au couteau de cuisine. Ouais, voilà. Non, non. Du coup, tu vas pas forcément retravailler tes process. Ça sert à rien de passer du temps à réaligner, etc. L'objectif, c'est d'avoir une idée juste, on va dire à 75-80% de qui fait quoi quand enfin qui fait quoi plutôt dans ton organisation de manière un peu j'ai pas envie d'utiliser le terme macro,
mais vision intermédiaire. Je crois que je vais m'arrêter là-dessus. Donc, tu as ta cartographie des process. Tu as qui fait quoi. Donc, tu as cette double lecture. Process, profil. Tel profil intervient sur tel process et tel process est fait par tel profil. OK. Une fois que tu as ça, souvent, tu as envie de dire, OK, bah c'est bon, j'ai ça, bah maintenant je vais redispatcher les gens sur les process et dans les organisations. Mais, à mon sens, avant de faire ça, tu as besoin de 2 éléments supplémentaires qui te permettront de préparer ta réorganisation. C'est le premier, la matrice des compétences. Ça, pareil, grand absent des sites de production. Alors oui, on va me sortir un cahier de formation où on dira oui, les compétences, gna gna gna. Non, ça, enfin, voilà, franchement, ça fait maintenant 14 ans que j'interviens sur des sites de production, enfin que je suis dans la production. J'ai pas vu des matrices de compétences vraiment structurées et correctes. Et c'est pareil, on a besoin d'une vision un peu intermédiaire. Il faut pas aller identifier par profil 50 compétences. Parce que si on a 50 compétences, 50 profils, 50 fois 50, ça fait beaucoup de compétences à arriver à redispatcher à droite à gauche, quoi. Enfin, on s'en sort pas. Donc, si vous arrivez par profil à identifier les, je dirais, on va dire, 5 compétences clés que chacun a, c'est déjà bien. Les compétences clés, vraiment. Et ce qui est intéressant avec la matrice des compétences, c'est qu'il faut essayer de la construire autour de 3 axes qui sont primordiaux. Ce qu'on connaît le plus souvent, c'est le savoir-faire et le savoir-être, et les connaissances. Et en fait, derrière, tu vas mettre une pondération différente sur ces différents axes, puisque finalement, le savoir-faire, ça peut s'acquérir avec de la formation, avec de l'accompagnement, etc. Les connaissances aussi, tu peux les acquérir tout simplement par de la formation en règle générale, et puis avec des outils pour t'assurer que tu maintiens ta connaissance. Par contre, le savoir-être, c'est quelque chose qui est intrinsèque à toute personne, et du coup, c'est beaucoup plus difficile de changer son savoir-être, et en même temps, t'attends pas forcément le même savoir-être d'un agent de maîtrise ou d'un pharmacien accu opérationnel, ou même d'un opérateur ou d'un technicien qualité. Enfin bref, c'est pas le même savoir-être que tu attends derrière. C'est la personnalité, le savoir-être, c'est ça ? C'est ça, c'est la personnalité, et c'est ce qui va te permettre de bien te positionner sur certains sujets, parce que on n'attend pas le même savoir-être pour traiter des déviations, enfin pour investiguer des déviations, que pour approuver l'investigation, par exemple. On n'attend pas le même savoir-être pour quelqu'un qui va faire de la documentation que quelqu'un qui va investiguer des déviations. Les savoir-faire et les connaissances sont aussi différentes, bien que des fois les connaissances, ça tourne autour de la connaissance du process ou des choses comme ça, mais le savoir-être, c'est extrêmement dur, voire dans ma vision impossible de le changer ou d'être formé à développer un nouveau savoir-être. Donc ça, c'est très dur, ça peut arriver, mais c'est des formations qui sont compliquées, etc., quoi. Ouais, c'est ça qui va te faire sentir mal sur le poste, quoi. Exactement, t'as tout compris. En fait, si t'as le bon savoir-faire, les bonnes connaissances, mais pas le bon savoir-être, tu risques d'être mal à l'aise avec ce qu'on te demande. Parce que c'est bête, hein, mais un investigateur, faut que ce soit quelqu'un qui aime bien aller sur le terrain, chercher un peu dans les papiers, chercher un peu auprès des opérateurs. Si tu mets quelqu'un qui maîtrise bien les outils d'investigation, qui maîtrise bien la connaissance du process, mais qui aime pas aller sur le terrain, qui aime pas aller fouiller, il va se sentir mal à l'aise, il va pas être bien, et du coup, il fera pas bien son travail. Très bien. Et donc ensuite, une fois que t'as ça, t'as un dernier élément qui est lié à ta cartographie des process et qui est extrêmement dur à faire, et encore plus si t'as pas ta cartographie des process, c'est ton plan de charge. Ton plan de charge, c'est combien de temps, quelle charge ça prend de revoir des dossiers de l'eau, en sachant qu'on en revoit, je sais pas, 15 par semaine. Voilà. En fait, t'as ton qui fait quoi, combien de temps ? Exactement. Quelle charge ? C'est pas combien de temps en termes de délai, hein, j'insiste, mais en termes de charge de travail.
C'est parce que je peux revoir un dossier de l'eau, ça me prend 1 heure et demie, mais je peux mettre une semaine pour faire 7 heures et demie. Là, ce qui m'intéresse, c'est l'heure et demie. D'accord? Et donc, il faut que tu arrives à identifier dans tes process vision intermédiaire la charge que prennent chaque activité. C'est un travail titanesque, hein. Franchement, je suis pas en train de dire que c'est facile à faire. Et là, on n'a même pas encore travaillé sur la nouvelle orga. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Enfin, il faut y passer par là. Parce que moi, je le vois souvent sur les sites, des mecs qui sont en train de faire des orgas dans leur bureau, etc., et qui arrivent, et ouais, c'est comme ça qu'on va s'organiser. Et après, c'est mort, quoi. Et avant de définir une orga où on met des gens dans des cases, il faut comprendre et connaître son organisation actuelle, quoi. Et ça, c'est indispensable. En tout cas, à mon sens, c'est indispensable. Et c'est un travail qui est assez laborieux dans le sens où ça demande des efforts, clairement. Ça va pas se faire d'un claquement de doigts. Ça va prendre plusieurs mois, ce travail-là. Alors plusieurs mois, ça va dépendre de la taille du site, hein, mais moi je dirais 3 mois à 6 mois, hein, selon la taille du site, voire même plus sur des énormes sites. Mais il faut pas le sous-estimer, parce que ce travail-là, il va permettre de beaucoup plus facilement définir ton organisation cible. Il va te permettre de beaucoup plus facilement expliquer et donner du sens à tout ce que tu es en train de faire dans ton orga cible auprès des équipes, auprès des CSE, etc. Enfin, parce que faut pas le sous-estimer, c'est aussi ces échanges-là avec le CSE. Il va te permettre aussi, une fois que tu as fait ce travail-là, si tu arrives à le maintenir et à le faire vivre au fur et à mesure dans le futur, en fait, le jour où tu pourras anticiper tes besoins de réorganisation et peut-être même plus localisé que globalisé comme réorganisation. Donc, c'est des outils qu'il faut maintenir. Comme ça, tu peux anticiper parce que tu peux voir où est ton gap de compétences, tu peux voir où est ton gap de charge, tu peux voir où est ton gap de profil par rapport au process, etc., etc. Tu peux faire des change control de personnes. Exactement, des change control de personnes. Donc voilà un peu, je dirais, les prérequis. Après, forcément, après, il y a aussi des énormes prérequis sur la communication, etc. Mais en tout cas, ça me paraît être les prérequis pour récapituler, on a la cartographie du process de l'organisation qu'on va essayer de réorganiser. Avec, du coup, un niveau de détail intermédiaire. Donc, qui fait quoi? Ensuite, on fait des interviews pour déterminer, donc là, les interviews pour déterminer le plan de charge, donc combien de temps ça prend de faire chacune des tâches. Exactement, ouais. Et avec les personnes qui ont fait ces interviews, donc les interviews, il faut les faire avec des personnes clés, parce que ces personnes seront réutilisées pour établir la matrice de compétences, donc des tâches qu'on a décrites dans la cartographie du process. Et donc, on pourra cartographier chaque tâche en fonction de caractéristiques. C'est ça? Oui, exactement. Alors, en fait, après, ça dépend encore une fois de la taille de ton organisation, mais l'idéal, ça serait de pouvoir interviewer tout le monde. Mais bon, voilà, tout le monde. Il y a des activités qui sont un peu standards, quoi. Un opérateur de prod, c'est facile. Son manager de proximité peut faire qu'est-ce qu'il fait et combien de temps il passe, parce que ça, c'est des choses qui sont déjà un peu, si je peux utiliser le terme, gammées, quoi. On a une gamme de temps de travail pour telles activités. Donc là, on parle plutôt de toutes les activités qui tournent autour de la production, on va dire le support prod, la queue opérationnelle, des choses comme ça, où là, c'est beaucoup plus mystérieux, si je peux dire ça comme ça, la charge, le ressenti, etc. Donc l'idéal, ça serait d'interviewer tout le monde. C'est pas forcément possible. Après, on peut construire. Nous, c'est une chose qu'on a fait sur un site. Une grille en fait d'interview, un formulaire en fait, et t'interviews 50% et les 50 autres pourcents remplissent le formulaire. Ça fonctionne aussi. Maintenant, il y a un point qui est clé. Encore une fois, soit t'es un site ultra mature et t'as déjà ta cartographie des process, tes RACI, etc., etc. Et donc faire la matrice des compétences et le plan de charge, ça va être
pas trop compliqué, soit ça va être assez compliqué et il faut accepter, et ça c'est dur, hein, même pour moi, j'ai toujours, enfin, moi qui suis quelqu'un d'assez cartésien et qui aime bien quand les choses rentrent dans les cases, on va dire, il faut accepter que t'aies pas une description parfaite de ton organisation actuelle. Il faut que tu aies une image suffisamment claire, on va dire, enfin, je pense, ouais, 75%, voilà. Et puis, pour aller chercher les 25% restants de précision, tu vas mettre un effort trop surdimensionné par rapport à l'enjeu, quoi. Parce que on a tous sur les sites cette petite activité qui est un peu exceptionnelle. Ça, on le fait une fois tous les 6 mois, mais c'est pas sûr, mais machin, mais trucs, voilà. Donc bon, ok, c'est pas grave. On n'est pas, comme on dit, on n'est pas au pouillème près, quoi. On n'en est pas là, quoi. Donc là, une fois que t'as ça, tu peux commencer à réfléchir à ton organisation cible. Mais du coup, un des prérequis, une fois que tu as tout ça, il y a un autre prérequis qui est extrêmement important, qui est, je dirais, fondamental, c'est d'avoir bien en tête, c'est quoi les objectifs. Pourquoi est-ce que tu fais cette réorg? Parce que si tu fais cette réorg juste pour faire cette réorg, et quand je dis les objectifs, c'est pas ah bon, on fait une réorg parce qu'on a des augmentations de volume. Ou parce que on a des coupures de coûts. Enfin bref, non mais tu vois, faut avoir des objectifs un peu plus détaillés, quoi. Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche à améliorer l'efficacité de notre qualité? Est-ce qu'on cherche je sais pas moi, à réduire le nombre de personnes qui sont autour de la prod? Est-ce qu'on cherche à mettre plus d'activités en prod pour augmenter la responsabilité de la prod? Il faut vraiment être clair là-dessus. Et il faut être clair, et tellement clair que ce qu'on aura défini là, il va falloir s'y tenir jusqu'à la fin de ta réorg, parce que c'est ce qui va donner le sens aux équipes. C'est là-dessus que tu vas communiquer, c'est là-dessus que tu vas t'appuyer pour tout ton change management de ta réorg, quoi. Et donc, tu peux pas commencer à définir une organisation cible si t'as pas été clair sur les objectifs qu'il y a derrière cette réorg. Et du coup, si tu les changes en cours de route, ça casse tout ce que tu veux faire, quoi. Ah bah oui, si, bah enfin c'est comme tout, quoi. Hein. Si dès le départ tu donnes pas une direction claire, t'auras du mal à embarquer les gens avec toi. Et puis tu vas définir une orga, tu sais pas pourquoi comme ça. Et donc après, quand tu vas vouloir la défendre auprès des uns et des autres, bah t'auras pas les bons arguments. Et en fait, tu vas manquer de conviction derrière l'organisation que tu vas proposer, quoi. Donc voilà, donc une fois que tu as ça, tous tes prérequis, cartographie de process, et profil par process, le plan de charge, la matrice de compétences, les objectifs clairs de ta réorg, on n'a toujours pas encore identifié, défini qui on va mettre où. Hein. Mais une fois que tu as ça seulement, tu peux commencer à te poser ces questions de qui on va mettre où. Et donc, selon toi, quand on considère une organisation de fonctions support qui sous-tend les activités de production et de qualité, qu'est-ce qui serait préférable d'avoir ? Alors, moi, j'ai une conviction très, 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 très forte qui n'est pas forcément partagée par tout le monde. Et je comprends les arguments des gens qui ne les partagent pas. Et d'ailleurs, c'est un peu le discours que je vais tenir. C'est si c'est pas vers cette organisation que vous allez aller, moi je travaillerai pas avec vous parce que j'y crois pas. Mais cette conviction forte, je dirais, elle se base sur mon expérience, sur ce que je vois sur les sites. Elle se base sur aussi, elle est adaptée, je dirais plutôt, sur des sites, on va dire, entre 2000, n'importe quoi, sur des sites entre 200 et 300 personnes, on va dire. Après, même un site de 8000 personnes, tu peux le découper en sous-sites, en fait. Hein, mais en tout cas, voilà. Quand tu prends une unité autonome qui va tourner autour de 80, 100 personnes ou 80 personnes, quoi, on va dire. Là, tu as une unité autonome que tu peux organiser. Ma conviction, elle est que les personnes doivent être alignées sur les process. On doit être organisé selon les process.
Aujourd'hui, et je vais prendre toujours le même process pour expliquer ça parce que je trouve que c'est le plus simple pour visualiser. Si tu prends un process de déviation sur un site de prod, je dirais 60% des sites de prod qui doivent être organisés un peu comme ça, tout le monde intervient dessus. Non, je rigole. Non, Ouais. pas tout le monde, mais, Non, pas tout le monde, mais t'as énormément de gens sur un site de 200 personnes. Tu vas demander qui c'est qui peut investiguer. On va te sortir une liste de 50 personnes. qui c'est qui peut ouvrir les déviations? Tu as une autre liste de 50 personnes. Ouais, c'est ça. Ah oui, mais 50. Oui, mais lui, il fait que les impacts. Ah, puis lui, il fait les routes causes. Ah, puis lui, machin. Ah, puis machin. Et donc, on peut pas le montrer là. Faudra peut-être qu'on le mette en description du podcast, comme ça. Mais, c'est un peu la théorie de Metcalfe. Tu sais, c'est ce truc Ouais. où il y a les lignes de communication. Donc, quand t'as que deux personnes qui communiquent sur une activité, t'as une ligne. Et puis, ça monte un peu exponentiellement, quoi. Plus t'as de personnes et ça multiplie à un nombre faramineux les besoins C'est de exponentiel, communication. ouais. C'est exponentiel, voilà, c'est ça. Et du coup, tu te retrouves, quand tu as 50 personnes qui peuvent investiguer des déviations et 10 accus différents qui peuvent les approuver, et en plus, tu as, je sais pas moi, le responsable accu, le responsable prod qui peuvent rentrer dans la danse, tu te retrouves avec 500, voire plus, façons de faire différentes en fonction des différents groupes de travail qui vont travailler sur chaque déviation. Et ça, c'est valable pour toutes les activités. On pourrait parler du change control, la doc, etc. Et donc moi, ma conviction, c'est que il faudrait qu'on ait des équipes qui soient organisées selon les process. Par exemple, il faudrait qu'en prod, on ait des investigateurs de déviation, dont le job, c'est d'investiguer les déviations. Qu'on ait en qualité des approbateurs de déviation. Et leur job, c'est d'approuver les déviations. Et ils vont travailler en binôme avec l'investigateur de leur secteur. Si on prend un autre process, la documentation, il faut qu'on ait des rédacteurs de documents et en face, en qualité, des approbateurs de documents. Alors quand je dis ça, on va dire ouais, mais ça va faire beaucoup trop de monde. Je sais pas. Oui, sûrement. Et quand je dis ça, c'est pour caricaturer un peu l'organisation cible sur laquelle moi j'ai des convictions. Après, il y a des petites adaptations à faire à droite à gauche. Mais En fait, notre conviction, c'est qu'il faut des spécialistes, quoi. il faut des spécialistes par process et pas des spécialistes par produit. Genre, moi, je suis spécialiste du produit A et je fais tous les process. Pourquoi est-ce qu'il faut pas ça, justement, des spécialistes du produit A et que je fais tous les process? On a besoin de spécialistes du produit A. C'est les équipes support prod ou process, là, des experts process, qui connaissent le process de production et le produit sur le bout des doigts. Ça, c'est sûr, on en a besoin. Mais les autres, un investigateur, lui, il a besoin de savoir comment j'investigue une déviation. Un rédacteur, il a besoin de savoir comment je rédige un document. Et si tout le monde fait tout, bah tout le monde doit savoir tout faire en termes de savoir-faire. La connaissance du produit, quand tu as un savoir-faire comme, on va dire, allez, on va parler de la rédaction des documents. La connaissance du produit, même si t'as pas une connaissance parfaite, tu peux être capable de rédiger des produits, tu vas avoir ton expert process, etc. Des documents. Mais le savoir-faire, c'est ce que tu fais, quoi. C'est ton activité, c'est ce que tu fais. La connaissance, ça peut s'acquérir plus facilement que le savoir-faire au final. Et l'expertise du savoir-faire est beaucoup plus difficile à maîtriser que la connaissance, parce que la connaissance, en plus, à notre époque, je veux dire, qui empêche un site d'avoir développé son Wikipédia de ses produits sur son site, quoi, ou n'importe qui pourrait aller chercher la connaissance du produit, tu vois. Alors que le savoir-faire, comment est-ce que je rédige un document? Comment est-ce que je fais pour que justement mon document il soit bien structuré, pour que ça soit compréhensible sur le terrain? Et pourquoi pas imaginer, quand on parle de rédacteur de documents, plutôt que de parler de rédacteur, imaginer des motion designers qui sont capables de faire des schémas qui bougent et qu'on met ça dans un truc un peu une GED 2.0, quoi. Tu vois, enfin, et donc là, tu commences à pouvoir aller chercher des compétences différentes auprès des personnes. Ouais, adapté au but, quoi.
Voilà, au but du process. Parce que un investigateur, tu le compares ça à un rédacteur document, c'est pas les mêmes connaissances. Enfin, si, ça peut être les mêmes connaissances, pardon, sur les produits. C'est pas les mêmes savoir-faire du tout. C'est pas les mêmes savoir-être du tout. Un investigateur, c'est quelqu'un qui doit aimer le terrain. C'est quelqu'un qui en termes d'attitude, qui doit aimer le terrain, qui doit avoir envie d'aller comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, démêler le truc, etc. Un rédacteur, c'est quelqu'un qui doit s'intéresser au terrain, certes, mais qui doit surtout être intéressé à comment je fais pour rendre les choses compréhensibles par tout le monde, etc. Tu vois, c'est pas les mêmes attentes en termes de compétences, de savoir-être et d'attitude. C'est vraiment complètement différent. Et aujourd'hui, on donne ces deux activités et les autres autour. Hein, là, j'ai pris cet exemple de ces deux activités, mais on donne ces activités-là à une seule personne. Et chaque personne doit faire toutes ces activités-là. Donc, en fait, on se retrouve avec sur les sites une palanquée de gens qu'on estime être des couteaux suisses pour les activités de process, avec des gens qui maîtrisent plus ou moins bien tel process, du coup de l'hétérogénéité entre les façons de faire, du coup des documents des fois qui sont bien, des fois qui sont pas bien, des déviations. Ah ouais, moi je sais que c'est avec un tel qu'il faut aller travailler parce qu'avec lui je sais que ma déviation elle passera plus facilement, alors qu'avec un tel c'est plus compliqué. Et donc on se retrouve avec des fonctionnements complètement hétérogènes et différents en fonction des personnes. Et il y a pire aussi, c'est que du coup, quand tu dois tout faire, c'est que quand il faut prioriser entre une capa, un document à rédiger et 2 déviations à investiguer, eh ben, c'est super chaud de savoir lequel est le plus urgent. Tandis que tu dois prioriser entre 4 Alors déviations, voilà, c'est vachement plus simple. c'est ça. Donc ça, t'en viens au deuxième point de pourquoi. Donc le premier, c'était plutôt la notion de compétences et les profils différents. Le deuxième, c'est le pilotage. Le pilotage. Quand effectivement, on est tous sur les sites à essayer de piloter les déviations et les capas, et ah bah oui, mais je peux pas prendre telle déviation parce que là, je viens d'avoir ce dossier de l'eau, il faut absolument que j'aille le relire pour le libérer. Ou alors non, cette capa, j'ai pas eu le temps de le faire parce que ce mois-ci, on a eu plein de déviations, etc., etc. Et cetera. Et donc en fait, quand tu te retrouves avec tout le monde qui fait tout, qu'est-ce qui se passe? Personne ne fait rien. Forcément, alors personne fait rien, oui, ça c'est sûr. C'est surtout quand tout le monde est responsable de tout. Quand tout le monde est responsable de tout, personne n'est responsable de rien. Enfin bref. Et non, surtout, qu'est-ce qui se passe sur la priorisation des activités? Eh ben, c'est les activités moyen terme qui passent systématiquement à la trappe parce que tous les sites sont drivés par le court terme, par les aléas du quotidien, par la libération, etc. L'urgence. Exactement, par l'urgence. Et du coup, quand tu commences à avoir une organisation plutôt spécialisée par process, et ben là, tu as des process où tu sais qu'ils sont plutôt moyen terme, des process long terme, des process court terme. Exemple, déviation court terme, CAPA moyen terme, change control long terme. Et du coup, tu vas mettre des équipes qui ont des compétences différentes, puisque c'est pas les mêmes compétences qu'on attend, et qui vont travailler sur des dimensions temporelles différentes. Alors on pourrait se dire, ouais, mais c'est embêtant, etc. Oui, mais non. Parce qu'en fait, le gars qui fait des déviations, t'as besoin qu'il travaille dans du court terme. Le gars qui fait des capas, t'as besoin qu'il ait une vision moyen terme, etc. Ça veut pas dire qu'il va faire moins de travail parce qu'il travaille dans une dimension temporelle différente. Il faut Ah évaluer non, mais son ça plan n'a de rien à voir. charge, et etc., etc. Non mais voilà, non mais je sais, mais c'est souvent ce qu'on me dit, quoi. Mais non, ça a rien à voir. Et donc, ça, du coup, derrière, ça va faciliter énormément le pilotage des équipes. Un manager, il sera beaucoup plus capable de piloter au quotidien la charge et la capacité de son équipe, et ça sera beaucoup plus facile de redéfinir les priorités et de prioriser tout simplement, quoi. Parce que comme tu l'as si bien dit, prioriser entre une capa et une déviation et prioriser entre deux déviations, en fait, tu fais un choix de priorité quand c'est entre une capa et une déviation, qui est un choix de facilité plutôt que un bon choix, en fait. Facilité, c'est je choisis la déviation parce que la capa, c'est pas grave si elle est en retard, c'est pour dans 2 semaines, et puis finalement
Même si je perds une journée, j'y arriverai. Et puis au final, au bout de 2 semaines, cette journée, elle aurait été juste utile, quoi. T'aurais fini dans les Et temps. puis jour après jour, tu fais rien. Et puis au bout de 2 semaines, t'as toujours rien fait. Exactement, parce que Merde. le lendemain, il y a une nouvelle déviation et ta capa, elle repasse après la déviation, etc., etc. Bref. Donc voilà, donc ça c'est un point clé, mais il y a aussi un autre point. Alors là où je suis beaucoup challengé quand je parle de cette organisation, et moi je suis persuadé que ce type d'organisation, ça favorise l'épanouissement des personnes. Ça favorise l'épanouissement des personnes parce que finalement, tu te retrouves à être sur une activité que tu maîtrises de mieux en mieux et à un moment donné, tu maîtrises suffisamment pour être beaucoup plus autonome, pour être beaucoup plus confiant dans ce que tu fais et donc pour pouvoir dérouler facilement entre guillemets et donc tu développes une vraie expertise. Et t'es beaucoup moins surpris. Et t'es beaucoup moins surpris, clairement. Le point qui m'est souvent mis en opposition à ça et que j'entends énormément et que je comprends surtout aussi énormément, c'est oui, mais la polyvalence, c'est bien parce que les gens, ils aiment bien pouvoir être polyvalents, parce qu'on aspire tous à devenir un jour manager et que les managers, il faut qu'ils comprennent tous les sujets. C'est un peu... Ben non, mais c'est pour ça que les gens, ils veulent être polyvalents, c'est parce qu'on veut tous être manager et que, en gros, il faut maîtriser tous les sujets. Mais pourquoi pas demain avoir un manager des investigateurs et que, du coup, On en fait, c'est un mec. Pardon, vas-y. Ouais, on pense aussi que tout le monde veut devenir manager, mais c'est pas vrai ça. Hein. Oui, oui, non, je caricature un peu. Non, c'est pas vrai. Mais encore une fois, si tu organises ton équipe en fonction des process, tu pourrais très bien avoir un manager des investigateurs. Et puis, du coup, t'as pas besoin de savoir faire de la doc pour devenir manager des investigateurs. Enfin, tu vois, bref. Donc ça, c'est un faux débat. Après, je comprends, effectivement, quand t'es pharmacien, que tu sors de la fac, que tu te retrouves sur un poste d'accueil opérationnel, tu as envie de faire un peu tous les process pour découvrir. Ok, je le comprends ça. Mais à un moment donné, je suis désolé, on est face à une réalité, c'est que une entreprise se doit de chercher de l'efficacité. Et le pharmacien, il pourra toucher un peu à tous les sujets, peut-être en changeant de poste au fur et à mesure des années, mais si on regarde au niveau du bénéfice de l'entreprise, il faut savoir trancher et dire l'organisation qu'il faut, c'est une organisation qui permet de dégager de l'efficience. Ça veut pas forcément dire qu'on va pas prendre en compte le bien-être des personnes. Moi, je suis persuadé qu'une personne, elle sera beaucoup plus à l'aise si elle est pas tout le temps en train de se dire, oh là là, mais qu'est-ce que je dois faire? Mon dossier, il prend du retard parce que je suis toujours pris par l'urgence, parce que justement, les CAPA, je les mets de côté à cause des déviations, etc. Et puis finalement, je sais jamais ce que je dois faire jour le jour parce que ça change tout le temps, etc., etc. C'est aussi stressant, ça, que de se dire, ok, je fais toujours le même sujet, ça va peut-être durer 3 ans, mais je vais devenir un vrai expert là-dessus, etc. Je vais vraiment maîtriser mon truc, je vais être plus autonome. Mm. Les deux stratégies d'un point de vue humain ont des avantages et des inconvénients, quoi. Par contre, moi, je reste persuadé qu'il y en a qu'une des deux qui va chercher de l'efficacité en termes d'organisation. C'est la Et puis même, spécialisation par process, quoi. Enfin, je sais pas, moi, quand on me dit comme toi, moi, là, spontanément, quand je pense à ça, je sais, moi, ça m'énerverait d'écrire des procédures toute la journée, ou de relire des dossiers de l'autre toute la journée, mais en fait, quand on fait ça, on s'aperçoit qu'il y a des gens, c'est ce qu'ils veulent faire, quoi. Mais oui, mais alors ça, c'est un truc de fou, ça. Parce que, en fait, tu vois, typiquement, l'exemple que tu as pris, euh, il est assez intéressant. Revoir des dossiers de l'autre toute la journée. Mais mon Dieu, mais moi, qu'est-ce que ça me saoulerait? Je pourrais pas faire ça. Ça me rendrait fou. Et en fait, j'ai fait plusieurs fois des projets d'organisation. T'as des gens, ça leur convient très bien. Ils aiment bien faire ça parce que ça correspond à leur caractère, ça correspond à leurs attentes. Et en fait, on peut trouver des gens qui vont fitter avec chacune des types d'activités, qui auront les bons profils et les bonnes envies. Mais il faut les trouver. Mm. Et pour ça, il faut avoir défini des règles claires, d'où avoir défini un objectif clair de ta réorg. Parce qu'une fois que tu as des règles claires, après, tu vas recruter ou positionner les bonnes personnes aux bons endroits. Et puis, il faut poser la question aussi. Oui, oui, non, mais c'est clair.
C'est clair. Mais du coup, donc c'est un point important. Alors après, quand tu vois, quand t'as défini une organisation derrière, il faut, parce que tout à l'heure on parlait des prérequis, mais une fois que t'es là, t'as défini ton organisation, bah derrière, il faut aller identifier la même matrice des compétences, mais la matrice des compétences cibles. Pour tel profil, il me faut telle compétence. Et du coup, tu peux faire le gap en disant, OK, j'ai tant de besoins avec cette compétence et bah, j'ai tant de personnes qui l'ont et donc tu vois c'est pour ça qu'il faut la matrice du l'actuel et la matrice du futur parce que ça va te permettre de matcher. Mais j'ai dérivé un peu par rapport à l'organisation de ta question parce que j'ai pensé à ça là maintenant mais Ah, mais non c'est non mais parce intéressant de que le préciser aussi, hein. c'est super important ouais, et parce que justement quand tu fais ce travail de matrice des compétences futures enfin actuelles et futures il faut quand tu fais la matrice des compétences actuelles que tu interroges les gens sur qu'est-ce qu'ils ont envie de faire vraiment et tu t'as des vraies découvertes hein. Et tu te rends compte qu'il y a des gens, ils sont pas du tout à l'aise dans leur job actuel et que tu vas les positionner sur d'autres jobs et qui seront beaucoup plus heureux. Et donc voilà, donc en tout cas, l'organisation spécialisée par process, pour moi, c'est une conviction forte. Et si en plus tu arrives à la faire en alignant cette organisation par process entre la prod et la qualité, ou entre le QC et la qualité, tu as tout gagné. Parce que du coup, tu vas créer des binômes qui vont fonctionner ensemble, qui vont bien fonctionner ensemble. Et en plus, t'as tout gagné aussi parce que, bah, voilà, les investigateurs, on va reprendre le process des déviations. 50 personnes qui peuvent investiguer en ayant une organisation spécialisée par process. Sur un site, on va dire, de 400 personnes, tu vas peut-être avoir 4, 5 investigateurs. Bah, ça va être vachement plus simple à former, hein. Et ça va être vachement plus simple de t'assurer que les résultats, ils sont homogènes, hein. Et puis je peux Mm, t'assurer que bah, les binômes avec la Q, ça va vachement mieux fonctionner, quoi. Il y aura moins de tensions, etc., etc., quoi. Ah, tout le monde sera vachement plus disponible. C'est Parce ça, que, c'est ça. en fait, tu seras moins stressé par l'inconnu, parce que tous ceux qui vont venir te poser une question, ça sera pas genre, oh mon Dieu, il arrive pour me poser une question sur, je sais pas moi, un dossier de l'eau, ça va me faire chier. Ce sera toujours un truc, globalement, tu sauras quasiment répondre à chaque fois. Enfin, c'est ça, quand je disais qu'il n'y a plus de surprise, c'est qu'il n'y a plus de stress de l'inconnu, quoi. Ça sera peut-être un truc que tu sais pas, mais en tout cas, qui va te plaire d'aller chercher. Ouais, carrément, carrément. Et ça, c'est clair, parce qu'en plus, bah, t'es aujourd'hui, on vient de voir comme tu peux être, comme t'interviens sur 36 sujets différents à la fois, t'es peut-être en train de faire un travail donné, puis on vient de déranger pour un autre, et boum, ça te fait sortir de ce que t'es en train de faire, et après, il va falloir que tu re-rentres dedans, ça va te prendre du temps, tu perds de l'efficacité à chaque fois, quoi. Donc Mm. clairement, ce que tu dis, c'est carrément vrai. Puis un autre point, hein, c'est que quand tu as une organisation spécialisée, tu peux vachement plus facilement envisager des agendas standards. Alors, agenda standard, on n'est pas en train de dire qu'il faut cadrer 100% du temps des personnes, mais les points de rencontre incontournables comme les points de pilotage, les points de résolution de problèmes, les points d'approbation de documents, tu peux vachement plus facilement les cadrer quand tu as une organisation spécialisée. Parce que quand tu vas Ouais, les temps regarder, d'investigation. c'est ça. Tu vas construire ton agenda standard aligné sur tes besoins de process, tes besoins de pilotage de process ou de réalisation de process. Et derrière, bah, en fait, tu auras des personnes qui sont spécialisées sur ces process. Donc, tu vas pas aller impacter toute l'usine sur un type de point donné. Tu vas aller impacter que les gens qui interviennent sur ce type de process-là, quoi. Mm. Mais et tu vois, en parlant, c'est ça, moi je pense que c'est le bien-être au travail. C'est quand, en fait, tu vas au boulot et tu sais que tu es trop fort dans ce que tu fais. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Et en même temps, est-ce que t'as pas aussi cette volonté quand t'arrives, j'en sais rien, hein, mais quand t'arrives, tu te dis, je suis trop fort dans ce que je fais, ah, je suis bien. Est-ce que c'est pas ce moment-là où tu te dis, ah, j'ai envie d'aller explorer des nouveaux trucs? Ça, enfin, je pense, hein, il y a des gens. Après, il y a des gens où ils vont Enfin, je pense que ça dépend des personnes, quoi. Ouais, Ça je dépend pense. des Non, personnes. ça, je pense, je suis pas trop d'accord. Ça dépend vraiment des personnes, ouais. Mais tu vois, Et de leur objectif personnel, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais moi, je suis assez comme toi, hein. C'est clair que moi, je kiffe quand je vais faire un boulot où je sais que je suis trop fort, quoi.
Je- parce que je sais, non mais tu vois, je sais où je vais, je sais, je suis capable d'anticiper, je suis capable de comprendre ce qu'on me dit, etc. Je vais pas être perdu, Mm. et enfin, tu vois, et là, tu sais, il y avait un moment donné, enfin, il y a un, je sais pas si ça parlera aux gens qui nous écoutent, mais ce qu'on appelle le flow, quand t'es dans le flow, c'est-à-dire que t'es tellement bien dans ce que t'es en train de faire que limite tu Tu vois vois pas plus le le temps temps passer. passer, enfin tu vois ça déroule quoi, et là quand t'es dans cette situation là, c'est méga satisfaisant professionnellement parlant, mais pour l'être, enfin tu peux pas l'être si tu dois être en train de travailler sur 36 sujets et que en même temps tu sais qu'il y a ce truc là qui est en train de prendre du retard dans 36 sujets différents, hein, j'entends 36 activités Si, en fait, différentes. ça arrive quand tu es le couteau suisse de la boîte, et souvent, c'est quand tu es entre 18 et 22 heures. Quand il n'y a plus Ouais, personne. ouais, voilà, ouais. On sent le vécu. On sent le vécu. Non, non, mais ouais, oui, ça. Et puis du coup, bah mine de rien, chaque personne dans l'entreprise, quand elle est sur une organisation qui est pas spécialisée, va avoir malgré tout son sujet de prédilection, son sujet dans lequel il va être dans le flow, et donc le sujet qu'il va privilégier par rapport aux autres. Et ça aussi, d'un point de vue de l'entreprise, en termes d'efficacité, c'est pas ouf. Ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. Une fois qu'on a fait tout, on a nos prérequis, qu'on a terminé de penser notre organisation future, et qu'on a du coup prévu ce qu'on allait faire, comment on fait pour amener et gérer ce fameux changement? Quel outil on a à notre disposition? Ouais, alors, quelle que soit l'organisation cible, parce que là, moi j'ai parlé de l'organisation cible pour laquelle moi je suis convaincu, mais quelle que soit l'organisation cible, une réorganisation, c'est un projet, comme je le disais en introduction, qui est très complexe, mais il est complexe surtout parce qu'il est bah, forcément extrêmement Anxi- humain. Anxiogène, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, ça touche les humains, et du coup, ouais, exactement, tu as utilisé le bon terme, c'est anxiogène. Tu vas dans n'importe quelle entreprise, tu annonces un projet de réorganisation, les gens s'inquiètent. Les gens s'inquiètent. Pourquoi est-ce qu'ils s'inquiètent? Ils s'inquiètent parce qu'ils se disent, mais où est-ce que je vais être demain? Ok. Est-ce que je Mhm. vais continuer? Est-ce que je vais pas me faire sortir? Potentiellement. Ouais, Et puis, est-ce que je vais Mhm. me plaire sur mon poste demain? Est-ce que je vais savoir faire? Est-ce que je vais savoir prendre mes marques? Est-ce que je vais m'entendre avec mes nouveaux collègues, etc., etc., quoi. Enfin, plein de questions qui se Ouais. posent. Mhm. Et il y a un truc pour moi qui est clair. Alors après, je pourrais dire, bon, bah voilà, c'est un projet, tu fais de la conduite du changement, tu fais de la communication, faut bien préparer tes CSE, faut faire ceci, faut faire cela. Mais moi, s'il y a un truc dont j'aimerais parler aujourd'hui, qui pour moi est sûrement le plus important, qui est un peu laborieux aussi, hein, ça demande des efforts à faire, mais je pense que c'est vraiment important, c'est la fiche de transition individuelle. C'est quoi une fiche de transition individuelle? Bah, c'est que chaque individu dans l'entreprise qui va vivre ce changement d'organisation ait sa propre feuille de route à lui. Pas une feuille de route macro où on fait, ouais, on communique, tiens, et puis tous les mois, allez, l'avancement et tout. Non, non. Que chaque personne, il ait sa propre fiche sa propre feuille de route à lui. Avec, j'étais où? C'est quoi les compétences que j'avais? C'est quoi les compétences Ouais. que je dois avoir demain? Quelles sont les nouvelles compétences que je dois développer? Quelles sont les compétences que je dois renforcer? Qui vont être mes Mhm. nouveaux interlocuteurs? Quelles vont être mes réunions clés? Quelles sont les actions clés qui doivent être menées pour que je puisse être bien dans mon poste? Ça peut être par Mhm. exemple créer un accès dans le QMS, hein, mais mon propre plan d'action à moi. Parce que Ouais. Faire comprendre le rationnel du changement, donc comment ça a été décidé que ils allaient faire ça, mais du coup, en fait, au final, tout ce que tu viens de dire, si on a bien respecté les prérequis et du coup comment on construit notre future organisation, en fait, on a déjà tous les éléments, hein. Le tout, c'est de les remettre dans une feuille. Mais c'est ça, c'est ça. Alors c'est sûr que bah, faire 200 feuilles, Mettre de la c'est transparence. compliqué, hein. Oui, oui, mettre de la transparence. Mais bon, t'as peut-être pas besoin d'en faire 200 parce qu'encore une fois, quand tu fais une réorg, en règle générale, les opérateurs, ils sont pas trop touchés. Là, on parle de réorg des fonctions support. Mais
En fait, comme je disais, un projet de réorganisation, c'est fondamentalement un projet humain avec des individus. Le sens de l'organisation, la vision, la direction dans laquelle on va, etc., ça peut être fait via des actions de communication régulières, des machins, des trucs. Mais à un moment donné, t'as un individu qui est assis à sa chaise de bureau face à son écran et qui se pose des questions sur lui-même. Et ça, il faut pas l'oublier. Ça demande extrêmement d'empathie, mais il faut pas l'oublier. Et il faut montrer à cet individu qu'on s'intéresse à lui en tant que personne et non pas qu'en tant qu'une pièce dans un truc plus gros, quoi. Et qu'on lui montre, non pas pour lui faire plaisir, mais parce que cet individu, chaque individu, c'est eux qui vont faire la réussite de cette réorganisation. Et donc, il faut s'intéresser. Exactement. Il faut s'intéresser à eux et il faut il faut les accompagner individuellement. Chaque individu ne réagira pas de la même manière et chaque individu n'aura pas le même parcours, etc., etc. C'est laborieux, j'en ai bien conscience que ça demande beaucoup d'efforts à faire ça. Mais si on est capable de faire ça, hein. Voilà, si on est capable de faire ça, je pense que c'est la meilleure manière de réussir un projet de réorg. Quand chacun dans son est à l'aise par rapport à sa feuille de route à lui, ce que je dois faire moi pour aller vers le futur, bah là ça enlève vachement d'anxiété, hein. Et du coup ça permet de vachement mieux et ça permet aussi de beaucoup plus discuter avec les gens et de comprendre peut-être leurs peurs et de les accompagner là-dedans, quoi. Et c'est là où il ne faut pas sous-estimer les interviews dont on a parlé avant, hein. Parce que les interviews, c'est ça aussi qui va permettre déjà de communiquer sur ce qu'on va faire et puis du coup de faire exprimer les gens, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais du coup, ouais, non, du coup, enfin, ces feuilles de transition individuelles, c'est un gros boulot. C'est un gros boulot, mais comme la cartographie des process, comme la matrice des compétences, le plan de charge, etc. Mais ce gros boulot-là, à un moment donné, si on veut faire une réorg réussie, il faut passer par là. Et c'est pas, enfin, après, il y a les outils habituels de la conduite du changement que tu peux utiliser, mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas habituel, la feuille de transition individuelle. Mais moi, je suis persuadé, en tout cas, si moi demain on me dit, je suis dans une organisation, on me dit va y avoir une réorganisation, etc. Moi, j'aurais besoin de ça, moi, pour me sentir à l'aise. Et je suis sûr que je suis pas le seul, quoi. Bah moi j'aurais aussi besoin que ça soit, enfin tu vois, que j'ai pas l'impression que ça soit un projet tour d'ivoire, quoi. C'est-à-dire que ça n'a pas été décidé par un mec quelque part, que bah justement qu'il y ait tout eu ce processus de déjà voilà, tu vois les mecs qui sont un peu sur le terrain, qui s'intéressent aux gens, tout le monde passe un peu les uns derrière les autres pour aller expliquer ce qu'ils font, et puis après ensuite on leur demande ce qu'ils font, et puis après combien de temps, ok, très bien, enfin on prend ça se voit qu'en tout cas leur avis est pris en compte, et puis après qu'est-ce que vous aimeriez faire, etc., où est-ce que vous vous situez sur cette matrice. Enfin, du coup, voilà, qu'on explique bien le rationnel de comment on va faire. Et bah, là, c'est assez rassurant. Et du coup, on voit les choses en fait arriver. On peut voir un petit peu comment le projet s'affine et comment il est organisé. Et en fait, cette transparence fait qu'on est, je trouve, moins anxieux de ce changement. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai vu beaucoup de projets, comme tu dis, d'organisation un peu tour d'ivoire, qui échouent en fait, parce que bah justement, en fait, c'est le mec qui a fait ça dans son bureau. Il a pris des cases, il s'est dit tiens, ça a l'air bien comme ça. Moi, je caricature un peu, mais ça a l'air d'être bien comme ça, etc. Et puis après, boum, il arrive, il fait bon alors les gars, maintenant, on va travailler comme ça. Ben en fait, lui, ce gars-là, il a rien compris. Enfin, je sais pas. Enfin, pour moi, il a rien compris parce que déjà, il s'est pas intéressé à ce que font ces hommes sur le terrain. Il s'est pas intéressé à quelles sont leurs attentes. Et il arrive en leur disant bon bah maintenant on fonctionne comme ça. Mais il aura personne qui va le suivre, quoi. Ça va forcément être un truc qui va passer au forceps. Et donc ça va être dans la douleur. Alors même avec tous les outils dont on a parlé, ça sera compliqué, ça sera un peu douloureux, hein, on va pas se mentir, ça reste douloureux une réorganisation. Mais alors là, c'est sans commune mesure. Et puis quand tu fais tout le travail dont on a décrit initial, donc cartographie des process, profil par process, matrice des compétences, plan de charge,
bah là, tu vas impliquer les gens du terrain. Tu vas les faire réfléchir. Et puis, en plus, si tu as bien défini les objectifs de ta réorg en amont, quand tu les fais travailler sur ces outils qui sont nécessaires pour faire ta réorg, tu peux commencer à les convaincre sur pourquoi est-ce qu'on va dans ce sens-là. Tu peux les faire tout en les faisant Exactement, ouais. travailler sur ces outils nécessaires. Et là, tu as l'adhésion. Et là, tu fais du bottom-up et non pas du top-down. Donc, tu fais pas de la tour d'ivoire, quoi. Tu fais le contraire. C'est le terrain qui va construire les éléments qui vont te permettre de faire les réorgs. Après, il y a quand même quelques points délicats derrière ça. Hein. C'est que, alors, et moi je maîtrise pas trop cette notion-là qui est plutôt RH, mais quand tu travailles avec le terrain, et d'ailleurs c'est complètement aberrant, je vais y venir, je vais y arriver à venir, mais quand tu travailles avec le terrain, ça veut dire que le terrain, il commence à connaître déjà un peu au fur et à mesure, parce que c'est leur résultat à eux, quelle va être l'organisation cible, avant des comités, alors CSE, CHSCT, je sais pas quoi, etc. Et je crois que tu peux avoir des problèmes là-dessus. Je suis pas sûr. Hein, enfin voilà, je à prendre avec des pincettes parce que c'est un truc que je maîtrise pas trop. Mais je crois qu'il y a certains process à respecter pour pas avoir de problème, à vérifier. Mais ce qui est dommage parce que du coup, quand même, de faire travailler le terrain et de les faire construire eux l'organisation tout en les guidant vers ta conviction à toi, hein, ça je le retire pas, mais en tout cas en les accompagnant là-dedans parce que c'est eux qui le construisent, c'est méga bénéfique quoi. C'est méga bénéfique. Ceux qui le construisent, non, en fait, ils te décrivent ce qui se passe et ce qu'ils sont pour que toi, du coup, tu puisses appliquer tes convictions au mieux, quoi. Oui, mais c'est la fondation, donc pour moi c'est eux qui le construisent quoi. Décrire ce qu'ils font, c'est la fondation. C'est comme si tu construisais une maison sans fondation. Elle finira par se casser la gueule. Et donc leur travail à eux là-dedans, c'est la base. C'est ce qui va faire que ça tient, quoi. Et il faut les impliquer là-dedans. Et il faut aussi, tu peux les impliquer dans les matrices de compétences cibles, tu peux les impliquer aussi dans ton des réflexions d'organisation cible, hein, parce que les gens, ils sont tout à fait capables de comprendre et de voir. Et après, pour les impliquer, bah tu peux faire. Nous, on avait fait ça sur un site. Tu fais des espèces de formations pour faire comprendre comment l'organisation cible est plus efficace, etc. Et donc en fait, tu vois, ils le manipulent, ils se rendent compte, quoi. Et du coup, d'eux-mêmes, ils font le chemin de ah oui, c'est vers là qu'il faut aller, quoi. Pas mal. Et du coup, Arnaud, ça fait un peu plus d'une heure qu'on discute. Ah bah déjà, putain. Et bah déjà. Ça passe vite, hein. Ça passe vite, mais par contre, je pense qu'on a réussi à caser quasiment tout ce qu'on voulait dire dedans. Ouais, non, mais après, c'est clair qu'il y a bon, je pense qu'on a donné les grandes idées, les principales idées. Après, oui, on pourrait en parler aussi des heures, quoi, parce que c'est vrai que, bah, c'est des sujets, enfin, en fait, je suis en train de déborder encore, là. C'est bête à dire, mais souvent, moi, je vois quand on intervient sur des sujets, pilotage de la qualité ou des trucs comme ça, en fait, derrière, t'as toujours un peu les mêmes problèmes d'organisation, quoi. Et qu'on n'ose pas trop attaquer non plus parce que ça fait peur, parce que c'est compliqué, etc. Mais en même temps, quand c'est bien fait, bah, ça peut très bien se passer, quoi. Il y a beaucoup de non-dits et de sous-entendus et c'est ça, on n'adresse pas vraiment le problème, quoi. Ouais, complètement. Donc, un sujet passionnant, quoi. Hein. Voilà, donc si vous êtes un hater et que vous n'êtes pas d'accord avec nous, bah, venez nous le dire. Voilà, on sera très content de vous recevoir. Ah non, mais carrément, au contraire. Et franchement, si on a une personne qui a envie de venir justement partager une autre conviction sur l'organisation cible, mais avec un grand plaisir, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'on retourne nos vestes, on peut tourner nos vestes assez rapidement sur tout un tas de sujets. Hein. On a l'air comme ça, mais bah après on est deux et puis on nage un peu dans la même soupe tout le temps, donc bon voilà. Mais après on écoute toujours un tas de personnes qui nous apprennent tout un tas de choses, donc c'est super. On n'en est pas arrivé là tout seul. Hein.
Non, bah non, tout ça, comme d'habitude, ces réflexions-là, c'est des choses qui sont issues de plusieurs projets et qui ont abouti avec plusieurs sites et au final qui aboutissent à ces convictions-là, quoi. Hein. Enfin, c'est pas nous comme ça, on s'est dit, tiens, regarde, on se fait un petit brainstorming pendant 1 heure. Ouais. Donc un petit podcast de rentrée, ma foi, très agréable. J'espère qu'on va pouvoir en faire un. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir en faire un par mois à peu près. Ça doit être notre cible, hein, qu'on va essayer de tenir. Oui. Qui nous aiderait beaucoup d'avoir des invités. Voilà, si vous êtes voilà, comme j'ai dit au début, hein, si vous voulez venir pour nous faire un numéro facile, ben, on vous accueille à bras ouverts. Et alors du coup, voilà, où est-ce qu'on nous retrouve, Arnaud ? Alors, ben, pour le podcast, comme d'hab, hein, sur toutes les plateformes de podcast habituelles. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous l'aimez bien, à laisser des évaluations sur les plateformes où vous pouvez laisser des évaluations. Le podcast, il sera partagé. Ça nous fait plaisir. C'est ça, clairement, c'est super cool. Le podcast, il sera partagé aussi sur LinkedIn, comme tout le contenu qu'on partage habituellement. Et puis après, voilà, retrouvez-nous aussi sur LinkedIn. Et j'ai presque envie de dire YouTube, même si on n'est plus trop actif, mais ça va repartir là, YouTube aussi. Donc voilà. Aussi, du coup, sur LinkedIn, n'hésitez pas à liker l'Académie de la qualité efficace. C'est notre entreprise. Du coup, là, vous pouvez, en fait, c'est le miroir de tout notre contenu. Donc voilà, si vous avez peur de rater quelque chose, vous pouvez aussi liker ou suivre l'Académie de la qualité efficace. Ça vous permettra de retrouver un peu tout ce qu'on fait, même nos réalisations, des réflexions, enfin un peu tout ce qu'on fait. Ça sera relié là-dessus, quoi. C'est ça, j'aurais pas dit mieux. Voilà. En tout cas, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ouais, merci Paul-Adrien. Allez, à bientôt. Salut Arnaud. Ciao.